Massacre à la tronçonneuse. Le seul, l'unique, le vrai, celui de 1974, produit et réalisé par Tobe Hooper. L'un des plus grands films d'horreur jamais tournés. Le film par lequel tout a commencé et qui va à jamais changer les genres, mais aussi l'œil du spectateur. Ce film est avant tout un film sur la déchéance sociale, l'exclusion et l'isolement. Comment un film peut cristalliser autant d'émotions, de répulsions et provoquer des réactions aussi viscérales alors qu'en réalité le film ne montre quasiment aucune scène gore. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffe un film. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. On peut dire qu'en 1974, personne ne s'attendait à ce que déboule sur les écrans un tel film. Réalisé par un inconnu, avec des acteurs inconnus et un budget ridicule d'à peine 60 000 $, ce film vient effectivement de nulle part. Il a pris naissance dans la tête de Tobe Hooper, alors qu'il n'était que caméraman sur des documentaires. Comment ce film, parti de rien, est devenu à l'échelle planétaire un grand classique de l'horreur? Tout d'abord, le concept des premières ébauches de Massacre à la tronçonneuse vient à Tobe Hooper dans les années 70 avec le désir de développer une histoire obscure sur l'isolement et la forêt. Mais les changements culturels et politiques du pays vont avoir une influence déterminante sur le script et sur son réalisateur. Le Watergate, la crise du pétrole de 73 ou encore la guerre du Vietnam vont marquer l'esprit de Tobe Hooper. Le traitement médiatique sur les événements et les mensonges du gouvernement vont transformer ses motivations. Tobe Hooper dit « La technologie qui avait permis de mettre les pieds sur la Lune servait à présent à exterminer des millions de civils au Vietnam. L'homme est un monstre qui arbore un masque de respectabilité. » The river flows, it flows to the sea, wherever that river... Easy Rider venait de sortir en salle et une poignée de jeunes réalisateurs contestataires avaient l'intention de s'attaquer au rêve américain sur son propre sol. Le genre horreur était parfait pour cette métaphore. Tobe Hooper avait déjà réalisé un premier long métrage semi-amateur et à cette époque, la plupart des réalisateurs venaient de New York ou de Los Angeles. Hooper était le seul réalisateur du Texas à avoir réalisé un film, donc la nouvelle courait qu'un réalisateur texan préparait un film d'horreur tourné avec des gens du coin. Le tournage débuta le 15 juillet 1973 et dura 32 jours, avec un planning intenable, 7 jours sur 7, 12 à 16 heures par jour. Le tournage s'avéra extrêmement compliqué, principalement à cause d'un budget extrêmement serré et de la chaleur étouffante du mois d'août. Massacre est devenu l'archétype de ce que l'on voit souvent aujourd'hui, mais qui à l'époque ne se faisait pas, c'est-à-dire un film avec la caméra à bout de bras dans lequel le spectateur était transformé en témoin direct et subissait de plein fouet les persécutions des personnages. Le spectateur, pour la première fois, allait être bousculé dans son fauteuil.
Car avant, on était plutôt habitué à un cinéma conventionnel comme les films de vampires produits par la Hammer ou les films de Terence Fisher. La Nuit des Morts Vivants de Romero et Massacre à la tronçonneuse ont créé une nouvelle forme d'horreur dans le cinéma qui posera à jamais des codes révolutionnaires avec des contextes sociaux et politiques. Faire des films en insérant le spectateur dans un contexte qu'il connaît avec des problèmes qui lui sont familiers. Dans Massacre, le thème social est très clair. Un clan ou une tribu dans l'arrière-fond du pays, ou dans un abattoir, une grande partie des employés ont été mis au chômage du fait du remplacement de la masse pour tuer les bêtes par le pistolet pneumatique. Ces gens se retrouvent donc sans emploi et vont commettre des horreurs. Même s'ils sont un peu attardés, proches de la consanguinité, la première horreur est donc avant tout sociologique. Car si le massacre a eu lieu, c'est aussi en fonction d'un profond malaise social, d'une économie, d'une ville dont l'activité commerciale principale a complètement périclité. Hooper montre dans un pays à économie avancée tel que les États-Unis, la pauvreté des zones rurales et ses conséquences, c'est-à-dire l'isolation sociale, le manque d'accès à une alimentation de qualité, le taux élevé de natalité, l'abandon scolaire, l'absence de perspectives professionnelles comparables aux pays sous-développés, alors que le pays est l'un des plus riches du monde. En 1970, la misère ne touchait pas que les zones rurales, qu'elles soient du sud comme du nord, comme le montrent ces images prises au-dessus du Bronx. Ces habitants de l'arrière-pays que l'on appelle redneck, tant cités par Johnny Cash ou Bob Dylan, ceux que l'on suppose ignares, alcooliques et chauvins, voire dans les cas extrêmes comme c'est le cas ici, complètement dégénérés. Hooper n'est pas le premier à partir de ce constat-là. Michael Cimino l'a développé dans Voyage au bout de l'enfer, mais aussi avant lui John Boorman dans Délivrance, puis Wes Craven dans La colline à des yeux. Mais il y a eu, dans la fin des années 60, toute une série de films à petit budget, un cinéma fauché, sans stars, tourné en décor naturel que l'on appelle les redneck movies, souvent destinés exclusivement au marché du drive-in en ciblant précisément les populations rurales. Tout un cinéma d'exploitation que l'on appelait exploitation, ce qui signifie cinéma de pecno, et qui mettait en scène des ploucs du sud des États-Unis faisant quotidiennement de la gnôle, souvent arriérés et consanguins, violents, racistes ou obsédés sexuels, dont Russ Meyer en assurera l'héritage. Ces films peuvent être considérés similairement à la vague du porno-misère colombien qui exploitait dans ces films la misère des bidonvilles afin de rassurer les spectateurs citadins très friands de voir en salle une pauvreté sans jamais vraiment la connaître. Ces pauvres gens, stylisés par le cinéma, dépeints dans une esthétique grossière voire comique que l'on appelle aussi les white trash, les ordures blanches. Mais l'on peut aussi penser qu'en 1973, année de production du film, que le syndrome de la guerre du Vietnam est possiblement bien derrière. Tobe Hooper était bel et bien un militant contre la guerre du Vietnam, en tout bon hippie qui se respecte. Un couple de hippies, insouciants, qui ne pense à rien d'autre qu'à vivre l'instant présent et qui se fait massacrer par non seulement des locaux mais des gens plus âgés qu'eux. Hooper pose là, en parallèle, une Amérique qui envoie ses jeunes se faire tuer au Vietnam. Une boucherie au Vietnam, une boucherie sur le sol américain. L'Amérique est comme un ogre qui détruit ses enfants à l'intérieur comme à l'extérieur. La barbarie et les atrocités de la guerre seront au moins égales à la sauvagerie que verront les spectateurs dans Massacre à la tronçonneuse. Massacre fait partie de ces films qui plongent dans l'histoire pourrie des États-Unis, comme beaucoup de films des années 70. Hooper a la ferme intention de faire remonter quelque chose qui a été enterré un peu trop vite et de le projeter au visage des spectateurs. Hooper fait remonter là tous les malaises d'une époque contestataire, le choc de la contre-culture des années 70 qui donna aussi naissance à beaucoup de sectes et naissance à beaucoup de serial killers. Là encore, Ed Gein ou Charles Manson ne sont pas très loin. La scène du repas familial est une moquerie absolue de toutes les valeurs de la famille américaine, et en même temps, Leatherface est aussi une caricature de l'élément féminin.
Cette provocation des valeurs qui plus est dans les États du Sud ne pouvait pas être supportée par l'imagerie morale de la censure américaine ou anglo-saxonne en général. Car ce n'est pas un hasard si le masque de Leatherface est fait à partir de chair issue de gens respectables de la société bien pensante. Leatherface se met sur le visage ce qu'il ne sera jamais, le reflet de la société WASP américaine, c'est-à-dire la White Anglo-Saxon Protestant. Hooper montre que la sauvagerie se pare des attraits de la respectabilité. Ou dans l'autre sens, la respectabilité n'est qu'un masque qui cache la sauvagerie qui est représentée là par Leatherface. Si l'on décrit les cadrages et les intentions de Hooper, on peut remarquer qu'il va chercher l'humanité de son personnage à multiples reprises. Comme dans ce plan, où il serre le cadrage sur son visage pour montrer ses expressions. Leatherface tue et se pose à la réflexion ou à l'émotion. Il est donc bien humain. C'est à mettre en parallèle avec les intentions de Carpenter dans son Michael Myers, qui lui n'exprime aucune émotion. C'est un monstre froid et immobile qui représente le mal à l'état pur. Hooper fait donc le trajet inverse et humanise son tueur. Leatherface est bel et bien le personnage attachant de l'histoire, tout au moins la star inconnue que l'on va voir. On constate aussi qu'à la fin du film, Leatherface n'est pas tué comme dans la plupart des films de tueurs. Il est bien vivant et va continuer à vivre son quotidien alors que Sally, le personnage féminin, s'enfuit dans un pick-up et vivra sûrement le reste de sa vie dans le trauma. C'est un peu la revanche des modestes travailleurs sur la société qui les a exclus. La revanche de l'homme sur le progrès technologique, car c'est bien l'arrivée du pistolet pneumatique à l'abattoir qui a mis tous ces gens au chômage. Un peu comme l'arrivée du tracteur cause l'exclusion de tous ces paysans dans les raisins de la colère. On ne peut pas réduire Massacre à un simple film d'horreur. Hooper a ouvert un champ cinématographique qui a permis à de nombreux réalisateurs d'emprunter ce chemin. Tobe Hooper est un homme instruit qui a beaucoup utilisé l'imagerie pour développer son film. Massacre est un film très graphique qui utilise un traitement de manière presque expérimentale. Il suffit de voir le générique d'ouverture du film pour comprendre la volonté visuelle du réalisateur. C'est cette volonté-là qui donne tout l'impact du film, sa violence et sa malsénité. Ce n'est pas en montrant simplement de l'horreur que l'on arrive à atteindre ce genre d'intensité viscérale. Après avoir essuyé un refus d'achat du film de la totalité des studios, Hooper va se rabattre sur des indépendants. La société Brian Stone décide d'acheter le film immédiatement après l'avoir vu. À cette époque, beaucoup de mafieux montaient des sociétés de distribution pour blanchir de l'argent. C'était le cas pour Dark Star, le premier film de Carpenter, et la société Brian Stone était une organisation mafieuse. Donc Hooper signe pour Brian Stone Film afin qu'il distribue en salle Massacre à la tronçonneuse. En octobre 1974, ils vont le distribuer dans tous les drive-ins du Texas. L'équipe du tournage se réunit donc dans le drive-in du coin pour assister pour la première fois à la projection du film. Ils furent tous sous le choc, impressionnés par la brutalité et l'atmosphère du film. Chaque projection rendait les spectateurs hystériques. Les critiques décrivaient le film comme le plus effrayant du monde. Il finit par être distribué dans presque tous les États en battant des records d'entrée partout et ce pendant plus de 9 mois. La société Brian Stone est dirigée par Lou Pereno, plus connu sous le nom de Butchie, au sein de la famille Colombo de la mafia new-yorkaise. Il distribuait beaucoup de petits films indépendants ainsi que pas mal de films porno. Mais il laissera à jamais sa marque en devenant le distributeur mondial de Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est aussi Lou Pereno qui a distribué des films comme L'Étalon italien, De la chair pour Frankenstein, Gorge profonde et Dark Star de John Carpenter dont je parlais tout à l'heure. Avec un budget initial de 60 000 $, alors grande surprise, le film engrange en à peine une semaine plus de 700 000 $ de bénéfices. Les recettes du film atteindront quelques mois plus tard les 100 millions de $. Bien évidemment, personne ne vit la couleur de l'argent. Ni les producteurs du film,
ni les réalisateurs et ni les comédiens qui étaient tous sous un contrat participatif d'intéressement sur les recettes. Seul le distributeur percevait l'argent. Hooper décide donc d'intenter un procès contre la Bryanstone Film en mai 1976 et ils tombèrent d'accord sur un arrangement de 400 000 $ et la rétrocession des droits du film. Mais la société Bryanstone Film se mit en faillite après des démêlés avec la CIA et c'est New Line Cinema qui acheta les droits de distribution. Durant les 25 ans qui suivirent la sortie du film, sa popularité décupla. Même les amateurs de l'horreur qui n'étaient même pas nés lors de la sortie du film le considéraient comme l'un des plus grands films du genre. Il a eu une influence indéniable sur tous les films d'horreur qui suivirent. Des films comme Sadique à la tronçonneuse, Massacre à la hache ou encore Evil Dead. Ce qui est incroyable, c'est que le film a été distribué et projeté dans des salles à double programme. Il est associé à un autre film, Les Pirates du métro, qui n'est pas du tout un film d'horreur. Donc les spectateurs qui ont été voir ce polar classique se sont retrouvés face à Leatherface. Et les gens allaient voir ce film en famille, ce qui donna lieu à des réactions très épidermiques et des protestations assez violentes, des demandes de remboursement et même des bagarres. I do hope I have made myself understood. 2:13 p.m. La sortie du film a donc fait sensation et est devenu tout de suite un film culte dont tout le monde entendait parler. Ce qui a fait scandale, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris comment un film de seconde catégorie, considéré comme un film racoleur, se retrouve associé à un monument de la culture américaine, ce qui a permis à Massacre d'être coté comme un film important. Là encore, le film va détonner. La première projection du film à la quinzaine des réalisateurs au Star 2, rue d'Antibes à Cannes, produira les mêmes effets que dans les drive-in au Texas. Les spectateurs de la quinzaine des réalisateurs sont plutôt habitués à des films classiques, académiques et conventionnels. Et là, on va leur balancer Massacre à la tronçonneuse en pleine gueule, autant dire que le spectateur n'était pas prêt. Le film sera tout bonnement classé X en France. Cette quinzaine-là prenait un relief plus important que les autres, dans la mesure où Michel Guy avait inauguré cette quinzaine des réalisateurs. Donc il était venu officiellement en tant que ministre, donc les RG, le tralala de la République, les motards, la police, tout le truc. Et ce film-là a été montré, grande surprise, personne ne savait qui était Tobe Hooper, c'était son premier film. En tout cas le premier qu'on voyait jamais à Cannes. Et ça a provoqué des réactions d'une violence formidable, j'allais dire, et totalement surprenante pour moi, parce que j'avais présenté le film et puis j'étais parti, déjeuner, dîner. Et on est venu me chercher pour me dire que des gens s'évanouissaient, hurlaient. Effectivement, on avait dû appeler les polices, il y avait des gens qui faisaient un rejet physique, j'allais dire, du film. Et ça a provoqué une sorte de scandale. La comédienne Leslie Caron, qui était alors membre du jury à Avoriaz en 1976, sort de la projection en hurlant aux journalistes que c'est un scandale et une honte de faire un film pareil. C'est pour dire le sérieux de la dame qui ne tient pas du tout compte de sa réserve en tant que membre du jury d'un festival. Leslie Caron, est-ce que vous auriez aimé tourner dans un film de ce style? Est-ce que vous auriez pu crier comme ces actrices blondes? Non, j'avoue que je vais briser le sceau de ma position de jury et que je dois dire que je trouve le film bestial, abominable. Je trouve que c'est la décadence complète et c'est un film qui dégrade. Le jury du festival sous la direction de M. Antonioni va tout simplement décider d'annuler le Grand Prix. Le ministre de la Culture Michel Guy, en personne, monte sur scène et déclare sous les yeux des spectateurs qu'il classera le film dans la catégorie X, n'en déplaise aux distributeurs. Drôle d'époque où tout le monde croyait que c'en était fini de la censure. Ce même ministre, Michel Guy, représentant de la droite libérale bien pensante qui pourtant quelques années auparavant avait convaincu Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, que la censure était contre-productive. Énormément de critiques et professionnels du cinéma se sont retrouvés totalement désorientés à la projection de ce film, tant personne n'avait jamais rien vu de pareil. C'est un film qui, disons-le, a provoqué des remous au sein du jury, car c'est un film, disons-le, abominable. Et avec notre collaborateur Michel Minot, je dois avouer que nous avons eu beaucoup de mal à pouvoir vous présenter une séquence possible pour le dimanche après-midi, car le reste, c'est quelque chose d'épouvantable. Alain Cholokoff, critique et fondateur de l'Écran Fantastique, dira
Ce genre de film est condamnable dans la mesure où il participe d'un esprit proche d'un documentaire sur Dachau ou Auschwitz, sans aucune justification d'aucune sorte. Il faut dire qu'on est en 1976 et que l'utilisation du point Godwin ne date que de 1990. Pourtant, c'est le même Alain Cholokov qui programmera le film quelques années plus tard au Festival international du film fantastique de Paris, plus précisément au Grand Rex. C'est au niveau du toxique, c'est au niveau de l'hygiène mentale que je me place. Il y a certaines productions, et ça c'est spécial à mon avis, à la photo mais surtout au cinéma, parce que l'impact de l'image est absolument spécial. C'est pas du tout la même chose que de lire un texte. C'est-à-dire que ce sont si vous voulez en termes un peu techniques, ce sont des scènes vues qui retentissent sur les fantasmes, au sens inconscient du terme, des individus qui le regardent. Alors l'impact émotionnel inconscient peut être extrêmement grave chez certaines personnes. Je veux dire, décider par une petite commission, une réunion de 10 chevelus intellectuels qui pensent détenir la pensée des autres et la censure, et décider de ce que les autres doivent voir ou pas, c'est purement absurde. Je veux dire que s'il y a une censure, elle devrait se faire au niveau du spectateur. Cette censure, elle devrait se traduire simplement par le fait que les gens vont voir ce film ou pas. C'est la seule censure possible, c'est-à-dire le choix du spectateur. Et l'idée de protection du spectateur, que pensez-vous? Un spectateur se protège en allant voir plutôt tel film plutôt qu'un autre. Mais il faut lui laisser le choix, libre, total. On ne peut pas penser à sa place. Je sais très bien que les censeurs croient toujours trouver une excuse dans la nécessaire protection de la jeunesse. En France, en tout cas, leur point de vue serait beaucoup plus solide si la censure s'exerçait uniquement à l'encontre des jeunes. Mais malheureusement, elle s'exerce à l'encontre de tous, y compris des adultes, car ces adultes sont assimilés à des mineurs, puisqu'un ministre peut décider si un film leur sera montré ou pas montré. Vous dites que la morale, par exemple, une question de moralité, même si elle vous choque, vous ne vous sentez pas le droit de l'interdire. Et non, parce que la morale, c'est la question de la conscience de chacun. C'est là qu'il faut promouvoir la liberté des gens. Le seul fait que cette censure peut interdire la représentation d'un film à tous, crée au départ chez les créateurs et chez leurs producteurs qui doivent intervenir pour le financement des œuvres cinématographiques, un phénomène de crainte qui est un phénomène d'autocensure. Selon le ministre Michel Guy, le film n'est pas censuré, il est classé X. Petite subtilité qui l'exclut de la distribution classique, ce qui correspond à une interdiction totale dans les salles françaises, si ce n'est quelques petits cinémas porno. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour avoir le droit de distribuer un film étranger classé X, il faut s'amender d'une taxe de 300 000 francs de l'époque. C'est effectivement une censure déguisée, qui ne censure pas, mais met à mort économiquement un film avant même sa distribution. Valéry Giscard d'Estaing avait promis dans sa campagne de mettre fin à la censure, c'était chose faite. Les libertés publiques sont et seront minutieusement respectées. Plus d'écoute, plus de censure, ni sur les films, ni dans les prisons. Mais malheureusement pour les censeurs, Massacre est entre-temps devenu culte et est entré dans les légendes du cinéma par la meilleure porte que toutes les stars et les réalisateurs jalousent, le bouche à oreille, sans aucune promotion publicitaire. L'explosion de la VHS fera de Massacre un énorme succès à la vidéo, mais aussi un des films les plus piratés. La cassette s'échangeait au collège sous le manteau. Vouloir réduire Massacre à un simple film d'horreur, c'est avouer que le miroir qu'il tend à la société n'a rien perdu de sa puissance d'évocation. Encore une fois, il est préférable de censurer que de proposer une réflexion ou une véritable étude concrète du film. Il faut savoir qu'il y a eu, sur Massacre, une sorte de ras-le-bol général de la part de la commission du CNC, donc de l'État, qui voulait presque en finir avec la pornographie et la violence. Vol Air France, 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel. C'était un livre. Il faut rappeler que le film Emmanuel, sorti en 1974, avait fait couler beaucoup d'encre. Emmanuel,
la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel, prochainement. Il reste à nos jours un des films français les plus vus sur le territoire. Il a été projeté sans interruption pendant 553 semaines sur les Champs-Élysées, un record absolu. En conclusion, Massacre est un film sur les exclus. Il reste certes un film d'horreur, mais contrairement à tous les slashers qui suivront, il porte en lui un message social profond. Massacre est un film qui a quelque chose à dire, un message à faire passer, et le jeu de Massacre sert ce message. Un contexte socio-politique, un film avec des sous-titres qu'il faut lire pour en comprendre la dimension. C'est un film qui heurte nos sensibilités et met en défaut notre construction sociale et notre rapport à la violence. Ce film s'éloigne des canons de l'horreur victorienne ou de l'horreur dite classique, car il porte derrière sa violence des raisons. L'exclusion, l'isolement, l'abandon et la misère que bien souvent on refuse d'accepter, même dans un film. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse est bien un film d'horreur, mais je le perçois plutôt comme un film bien plus profond que le terme horrifique assez simpliste que les médias en ont fait, tiré, il faut le reconnaître, d'un titre réducteur. Je le vois même comme le contraire absolu d'un film qui pourrait inciter à la violence. Il devrait normalement faire appel à un sens humaniste, ne serait-ce qu'envers les exclus, ceux qui sont en marge de nos belles sociétés modernes. Encore faut-il regarder, prendre le temps d'analyser et de comprendre les thèmes sous-jacents qui y paraissent. Décrypter les intentions du réalisateur par ses cadrages, par sa mise en scène et par la recherche stylistique qu'il développe. Peut-être avez-vous déjà vu ce film sans trop chercher à traverser le filtre horrifique qui le masque. Pourtant, si l'on y regarde bien, il y a bel et bien quelque chose derrière ce masque que le public a pourtant su reconnaître au travers de son réalisateur, même 40 ans plus tard. So I think that when he comes on stage, we can give him an emotional Palme d'Or. Because we all know the Palme d'Or, that's like Mecca, because that's when you know you've done something great. Oscars you buy, Palme d'Or you earn. Toby Hooper, please come on the stage. And let's all stand up. So much, I gotta say, I can't compete with this kind of ovation. I'm touched and I'm honored beyond belief. It will take hours to absorb this, and I thank you so much, and I thank you for presenting, and I may even cry. Good.